bien souvent de leur maître d'église, qui montrent leur système scolaire indépendant, autonome. Donc, la langue en Amérique, à cause, puis au Québec, on connaît le combat du Québec pour garder sa langue, c'est toujours, il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de gagné. Et puis, la littérature se fait aussi en français, beaucoup, dans ces endroits-là aussi, que ce soit dans le Nord Ontario, que ce soit au Nouveau-Brunswick, dans les Maritimes. Et puis, moi, j'arrive avec ce roman du Nord, je remarque que la littérature francophone se fait sous le soleil. Alors, je suis bien contente de vous arriver avec ce roman qui se passe sous la neige. Ce qui est peut-être intéressant à souligner aussi, c'est, en fait, les langues, ça va être beaucoup plus difficile pour nous de les faire circuler. Mais ce qui est en circulation à Montréal, c'est nos imaginaires. Comment nos imaginaires, les créoles, comment ça circule à Montréal. Et j'ai tout de suite pensé au dialogue établi entre les poètes haïtiens des années 60 et les poètes québécois. Anthony Phelps est là. Il y avait le perchoir d'Haïti où poètes québécois et poètes haïtiens dans les années 60 se sont rencontrés et disaient ensemble cette même terre d'Amérique. Et il y a un très beau poème de Gaston Miron qui parle de compagnons des Amériques où il y a une grande fraternité. Et ce qu'il faut aussi peut-être savoir, beaucoup de critiques parlent de négritude blanche au Québec. Parce que Aimé Césaire a servi est un modèle d'éclairage pour les poètes québécois de la Révolution tranquille, comme Paul Chamberlain. Et il y a comme Gaston Miron, donc il y a un ensemble de poètes qui ont revendiqué vraiment comme père spirituel Aimé Césaire. Et Aimé Césaire était très très heureux de découvrir qu'il avait une descendance blanche. En tant que nègre, il avait même une descendance blanche. Et c'est pourquoi on parle au Québec de négritude blanche. Les nègres blancs d'Amérique. Il y a les nègres blancs d'Amérique de Pierre de Vallière, et qui souligne cette question, qui est un essai autobiographique, et qui souligne la question du Québec, mais la question du Québec comme étant colonisé, comme étant un pays, en fait, victime comme nous. Et ce qui est intéressant, il y a un très beau poème québécois qui s'appelle Speak White. Et quand moi j'ai écouté ce poème, donc à l'université Laval, là où j'ai étudié, j'ai écouté ce poème, et je suis tout de suite baigné dans cette atmosphère, parce qu'à l'école ici, en Haïti, on nous disait « exprimez-vous ». Et c'est la même chose, Speak White, c'est quand les Canadiens français parlaient le français, les Canadiens anglophones leur disaient « Speak White ». Et c'est extraordinaire, etc. Et quand vous lisez, vous allez surtout vers le 19e siècle, vous allez voir comment le Québec était présenté. C'est un peuple sans culture et sans histoire. Et c'est pourquoi dans le poème Speak White, écrit en 1968 par Michel Lalonde, une femme, une poète extraordinaire, elle disait ceci: nous sommes un peuple inculte et bègue. Et elle continue en disant: nous savons que liberté est un mot noir, comme la misère est nègre, comme le sang se mêle à la poussière des rues d'Alger. Ce qui est intéressant, c'est ici l'altérité. Comment, en fait, le Québec se voit dans une très très grande ouverture au monde. Et c'est pourquoi quand on parle de dialogue, quand on parle de diversité, et c'est peut-être dans l'une des littératures mondes où la relation d'inclusion est faite. Aujourd'hui, dans la littérature québécoise, il y a un espace littéraire haïtien qui s'est greffé dans la littérature québécoise. C'est-à-dire, quand on cite le plus grand prix de la littérature québécoise, qui s'appelle le prix Athanase David, a été remis il y a 3 ou 4 mois à un poète haïtien qui s'appelle Joël Desrosiers. C'est-à-dire, il y a depuis ces 60 dernières années une littérature haïtienne québécoise qui fait partie de l'espace littéraire québécois. Donc, et c'est vraiment intéressant de voir comment, en fait, cette littérature, cet espace littéraire, qui est un espace d'exiguïté, comment cet espace littéraire n'exclut pas. Cet espace littéraire, c'est un espace assez inclusif. Quand tu parlais tout à l'heure de Nègres blancs d'Amérique et du rapport, en fait, que ce que Césaire a compris au travers du poème de Pierre Vallière, j'aimerais simplement vous ramener ça à quand on dit que la négritude n'est pas nécessairement une couleur de peau, mais une situation sociale. On dit aussi aujourd'hui que le Québec, le Canada, est un pays riche, et c'est vrai. On dit que Haïti est un pays pauvre, et c'est vrai. Mais on oublie
chez nous, au Québec, que nous sommes à une génération de la misère, de la vraie misère. Ma mère, qui est née en 1939, me racontait que lorsqu'elle était petite, la première chose qu'elle devait faire le matin en se levant, c'est de casser la glace dans l'évier pour pouvoir se laver. Alors ça, c'est de la vraie misère. Et c'est une génération avant moi. En 50 ans, 60 ans, le Québec s'est libéré, industrialisé, enrichi, s'est créé une littérature, s'est créé une place dans le monde, une place une place sur la place publique du monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas oublier, nous, en tant que Québécois, qu'on est à une génération de cette misère-là, que ça peut aussi nous revenir. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est devenu riche qu'on va rester riche comme pays. On peut très bien redevenir pauvre très rapidement. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et moi, les liens, quand vous parliez d'échanges commerciaux, économiques, oui, tant qu'ils sont possibles, et surtout, les idées, les livres, les œuvres, que ça puisse transparaître, les imaginaires, que ça puisse dépasser les frontières pour qu'on puisse ne jamais oublier, ni dans un sens ni dans l'autre, qu'on est des frères. Oui. Alors, je voudrais, avant de passer la parole encore à la salle, un petit peu te demander, Jocelyne, si ça va exactement dans le sens des boutures, si tu fais un rapport à ce jeu de mots. On parlait tout à l'heure, Rodney, en parlant des littératures qui s'entremêlent et qui donnent du nouveau. Tu as dit, j'aime à penser que ce roman, en parlant du pleuvet des oiseaux, éminemment nordique, sera lu sur les paliers d'une petite cour ensoleillée en Tunisie ou en Guadeloupe. Parle de... Ben oui, ça me fait plaisir d'amener le monde du Nord parce que c'est un monde qui n'est pas connu. C'est un monde, bon, je parle du Nord du Canada, bon, plus spécifiquement du Nord du Québec. Bon, le Moyen-Nord qui est habité, c'est un pays qui est neuf, qui n'a pas 100 ans d'histoire. C'est un pays dont la principale valeur, je dirais, c'est la liberté. Et c'est ce qu'on retrouve dans le roman, donc, qui est, bon, c'est la principale valeur de ça, c'est la liberté. Alors, je trouve que c'est vrai que dans la littérature francophone, on ne retrouve pas beaucoup le Nord, c'est surtout le soleil, les pays du Sud, c'est sûr. Et puis, bon, moi, je n'écris que sur le Nord. Bon, j'habite le Nord, c'est sûr. Et je crois que c'est un univers qui fait partie du monde et qui rejoint, bon, des sensibilités qui peuvent être les vôtres, parce que bon, la littérature universelle se nourrit d'expériences, de sensibilités particulières. Gabriel Garcia Marquez a écrit l'essentiel de son œuvre dans ce petit village imaginaire de Colombie, Macondo, et il a rejoint le monde entier. Alors, moi, j'apporte les froids du Nord, j'apporte la liberté du Nord, cette fougue du Nord, cet esprit bravache du Nord. Mais je crois que tout ça est nourri, et puis j'aimerais bien que ça soit partagé, qu'on partage dans tout l'hémisphère américain, parce qu'on a en commun d'être des pays neufs. Des pays qui n'ont pas le poids de l'histoire et qui ont ce sens de la liberté. Moi, ça m'étonne encore, le créole m'étonne encore qu'on ait pris cette liberté avec la langue. Je trouve que c'est une très grande liberté qu'on prit. Alors moi, je crois que dans la littérature francophone de l'hémisphère américain, c'est ça qu'on trouve, la liberté, et cette liberté avec la langue. Il y a des questions ?